c'est la peur de l'arme nucléaire. Et ça, c'est absolument essentiel parce que les femmes se sont senties vraiment très angoissées dans leur vie sociale, dans leur vie familiale. Et cette peur leur a permis de sortir de la maison, de rencontrer d'autres femmes et de s'organiser. Et on aura des témoignages, Bénédicte nous en parlera. Il y a vraiment eu des mouvements impressionnants, que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre là-dessus. Voilà, donc je voulais aussi le mettre tout de suite, le dire tout de suite, parce que c'est vraiment du lien direct avec tout ce qui a été discuté ce matin. Alors cet après-midi, on l'a partagé en deux parties. Une première partie sur l'écoféminisme et un débat avec des questions qu'il y aura dans la salle pour alimenter ce que c'est l'écoféminisme, bon, comment on le porte et comment il évolue. Et on aura un deuxième temps de débat, un deuxième temps, disons, dans cet après-midi, sur des témoignages de lutte écoféministes, anti-extractivistes, qui sont présentes partout dans le monde et qui sont, la plupart du temps, portées par des femmes. Donc, on va démarrer donc, cette première partie avec 3 personnes. Il devait y en avoir 4, peut-être que la 4e arrivera. Donc, Bénédicte Zitouni, qui est universitaire et qui travaille à Bruxelles. Elle précisera exactement ce qu'elle fait. C'est une écoféministe. Ensuite, il devait y avoir, mais peut-être qu'elle arrivera à temps, Geneviève Azam qui apportera un complément à ce que disait Bénédicte, mais sinon elle l'apportera plus tard. Ensuite, on aura deux points de vue plus courts qui permettront aussi de lancer le débat. Alors, un point de vue de Flora ou de Martha, une des deux. Voilà. Florenza, que vous avez déjà vu, hein, que vous avez déjà vu dans la séance d'introduction, que vous avez déjà vu dans le forum féministe hier soir. Elle est dans le réseau féministe DOL, c'est une activiste féministe argentine, très, très active. Et Martha, qui est doctorante en écologie politique et qui est également une activiste féministe. Et nous aurons également un contrepoint rapide de Françoise qui est là, qui se cache, et qui est à Attaque et qui est de la commission Chante Attaque. Voilà. Donc je laisse la parole pour démarrer à Bénédicte. Alors je vous remercie de m'avoir invité pour discuter avec vous de la mesure dans laquelle l'écoféminisme ouvre et offre plutôt des issues. Je suis partie de l'idée que vous connaissiez déjà l'écoféminisme, donc si ce n'est pas le cas, pendant les questions-réponses, on peut certainement revenir sur les actions et il y aura des témoignages de toutes les façons. Mais donc moi, la question qui m'avait été posée, qui pour moi était très intéressante comme ça, oui, ok, c'était de savoir en quoi l'écoféminisme produit des versions décalées de la réalité ou des versions décalées du temps long dans lequel nous sommes pris. Et je crois que c'est au cœur de la question qui a été soulevée aussi ce matin, puisque je reprends les termes de la conclusion de Pablo Servigne, et je crois que c'est de ça que je vais parler, c'est quel récit pour des horizons communs qui font des communautés de destin. Des communautés de destin, je crois que c'est un des points forts de l'écoféminisme, c'est d'avoir instauré des communautés de destin en déplaçant la focale de l'histoire qui est à raconter et donc de l'histoire à laquelle on appartient. Elles ont raconté, donc elles ont déplacé la focale vers une histoire des femmes, ou ce qu'elles appellent aussi le Her Story, ou aussi des histoires de la continuité planétaire. Et on peut dire, si on prend les deux ensemble, continuité et Her Story qu'au fait, elles racontent des histoires de transmission intergénérationnelle, transmission des savoirs et des savoir-faire,
très certainement, mais aussi transmission des attachements, de ce à quoi on tient et de ce qu'on est prêt à défendre pour que cela puisse être transmis à la génération qui suit. Alors moi, personnellement, j'aimerais vous parler des écoféministes états-uniennes aujourd'hui, parce qu'on peut se poser la question de quel temps long parle-t-on lorsqu'on s'intéresse à cet écoféminisme-là, à ce territoire-là. Et je voudrais répondre à ces questions en commençant par un petit détour et une petite anecdote de vacances. Alors, cet été, pour des raisons familiales, j'ai été à New York et je me suis rendu compte que mon regard sur les États-Unis avait changé et plus particulièrement mon regard, que je ne posais plus le même regard sur le mythe fondateur qui est également une réalité historique, et ça d'ailleurs j'aimerais y revenir, parce qu'on parle beaucoup d'imaginaire. Pour moi, les histoires qu'on se raconte, c'est des factualités décalées. Ce mythe fondateur de la migration. Le nouveau monde serait celui des migrants, venus de l'ancien monde. Alors il y a quelques années, cette version me convainquait tout à fait et aurait continué à me convaincre dans la mesure où c'est une version des faits qui permet de déclarer que nous sommes tous et toutes des immigrés et que le traitement actuel des immigrés est absolument indigne pour ne pas dire plus. Bref, cette version des faits permet de renforcer, c'est ça toujours la question, de renforcer la position des progressistes états-uniennes. Mais il se fait qu'entre-temps, je me suis frottée à d'autres versions du temps long états-unien. Et non pas seulement la version des écoféministes sur laquelle je reviendrai, mais aussi celle de James Baldwin, de Toni Morrison, de Malcolm X. Malcolm X qui dit très clairement « Nous ne sommes pas, et je le cite, c'est le début du film de Spike Lee si vous l'avez vu, nous ne sommes pas américains, nous n'avons pas choisi d'être ici. Nos ancêtres ont été déportés, kidnappés, amenés de force. » Qu'est-ce que ça fait de se placer dans cette histoire longue-là? Et c'est ça que les écoféministes vont faire aussi, mais sur d'autres autres angles. Et puis, il y a évidemment le temps long rapporté aussi par les Natives Americans, qui ont vu débarquer ces immigrés, immigrés pauvres, certes, immigrés européens, ces immigrés à la recherche d'un meilleur avenir pour eux et pour leurs familles, mais qui, au nom de ce bonheur et de ce droit à un meilleur avenir, ont détruit des peuples et se sont accaparés des terres qui n'étaient absolument pas les leurs. Et si je peux vous conseiller un livre qui ramène très bien cette difficulté à deux peuples à même pouvoir cohabiter au sein même des mariages mixtes entre natives et blancs, la relation de prédation a continué de sévir, et c'est l'enquête absolument magnifique menée par David Graham dans The Killings of the Flower Moon et qui a été traduit, c'est La Note. La Note en français et désolé, The Killings of the Flower Moon. C'est assez compliqué de lire et d'avoir ce micro si près. Comme ça? Pardon, The Killing of the Flower? The Killings of the Flower Moon. Ouais, mais ça a été traduit en La Note, c'est un peu moins poétique. Hein. C'est souvent quand il y a des traductions, on se dit bon, ben, La Note c'est le bilan, quoi. Alors, bref, l'épopée des immigrés, ben, tout à coup je ne pouvais plus l'apprendre de la même façon, et elle m'apparaissait comme ce qu'elle est vraisemblablement, c'est-à-dire l'épopée de l'establishment, une épopée majoritaire, épopée des blancs, progressistes et non progressistes, ou peut-être faudrait-il dire plus simplement, sans dramatiser, épopée partielle. Et je crois que la multiplicité des épopées des temps longs, c'est absolument nécessaire de la réintroduire, même quand on a affaire, ou surtout quand on a affaire à des catastrophes ou des effondrements. Alors je vous raconte cette anecdote parce que je crois qu'elle montre trois choses. De un, la force des versions décalées. Le récit des immigrés états-uniens, aussi attrayant et évident qu'il puisse paraître, est boiteux dès que l'on y rajoute des versions décalées, c'est-à-dire d'autres épopées et d'autres temps longs. Donc la force est inouïe, il ne faut pas la sous-estimer, on n'est pas que dans du discours.
De deux, les temps longs sont multiples, et j'insiste, je crois que chaque temps long est à chaque fois singulier, territorialisé et relié à un peuple, un devenir en particulier, et qu'il faut toujours bien préciser d'où on parle, ce y compris pour les écoféministes. Les écoféministes états-uniennes n'ont pas à faire aux mêmes choses que les écoféministes belges ou françaises qui auraient peut-être d'autres épopées à inventer, c'est-à-dire à redécouvrir. Troisièmement, je raconte cette anecdote parce qu'elle me permet enfin de rentrer dans le vif du sujet, de pointer la différence qu'ont fait les écoféministes états-uniennes. Alors n'oublions pas, ou je le précise, que les écoféministes états-uniennes sont pour la plupart, ou ont été pour la plupart blanches. Ça se voit aussi dans les archives, les photos, enfin il n'y a pas trop de doute, il ne faut pas être sociologue pour le voir. Et de middle class, je dirais aussi, c'est-à-dire plutôt middle class en le sens petit revenu stable, soit étudiants, soit pensionnés, soit avec petit revenu stable et qui passaient leurs vacances dans les actions, donc qu'elles soient institutrices, infirmières, employées ou autres. Bref, ce n'est pas le ghetto qui a débarqué dans les camps de la paix anti-nucléaire. Et je le précise parce que ça veut dire que, de par ce fait, qu'elles le veuillent ou non, elles avaient affaire à ce mythe fondateur. Elles venaient de là. Et je voudrais juste vous amener la façon dont, selon moi, elles n'ont pas tourné le dos à ce mythe fondateur, mais elles l'ont subverti. Alors, qu'est-ce qui est au cœur, finalement, de cette épopée des migrants et donc des États-Unis? C'est l'idée ou le sentiment qu'on y a droit. Ce que les anglo-saxons appellent l'entitlement. On y a droit. On a droit aux ressources, on a droit à la terre, au nom d'un meilleur avenir. On y a droit pour soi-même et pour sa famille. Idée d'innocence, c'est absolument évident, puisque vide de toute implication. On y a droit, c'est tout. Entitlement, le meilleur avenir pour moi et ma communauté même, ou pour moi et mes enfants. Idée de bonheur aussi, et comme dit James Baldwin dans The Fire Next Time, c'est-à-dire le feu la prochaine fois, il dit, c'est l'idée typique de ceux et de celles qui se pensent être blancs. J'adore, j'aime beaucoup cette formule. Ils ne sont pas blancs, mais ils pensent être des blancs, c'est-à-dire sans attache aucun. Alors, évidemment, un meilleur avenir, ça veut dire la scolarité, un revenu décent, toutes des choses qu'on pourrait vouloir très certainement et qu'on veut défendre, mais c'est aussi, et c'est imbriqué, la consommation et l'extractivisme avec son lot de collateral damage, c'est-à-dire de destruction regrettable, mais tout à fait inévitable. On y a droit pour nous et notre famille. Le progrès, on y a droit. Et c'est là que les écoféministes états-uniennes vont opérer un revirement en disant, elles aussi, donc elles ne vont pas tourner le dos, mais elles vont reprendre cette phrase qu'on entend partout, et c'est ça qui m'a marqué en y retournant maintenant, on l'entend partout, c'est un meilleur avenir pour nous et nos enfants. Et au fait, elles reprennent ça, c'est un slogan des écoféministes états-uniennes, mais elles vont le faire en faisant deux choses qu'elles vont rajouter. Un, elles vont casser le carcan de la famille nucléaire. Qui sont ces enfants? Qu'est-ce que ça veut dire, nos enfants? Et très vite, on comprend qu'elles s'adressent d'une génération à une autre, in the flesh, comme elles disent, dans la chair. C'est-à-dire, nous avons porté cette génération, nous toutes, et nous nous adressons aussi même à ceux qui viendraient après, mais qui sont déjà présents dans la chair. Puis de deux, et donc la question va être, qu'est-ce qu'on voulait être, hein? Qu'est-ce qui permettrait ce meilleur avenir? De deux, elles vont élargir le sentiment d'entitlement, ce sentiment qu'on y a droit. Elles vont l'élargir à un tel point que, au fait, le entitlement va totalement éclater, et puisqu'elles vont dire que ce nous est extrêmement large. C'est nous, les femmes humaines, et les autres êtres vivants de cette planète. Ça, je pense aux actions à Greenham Common. C'est nous les femmes et ces arbres-ci. C'est nous les femmes et ces terres-ci. C'est nous les femmes et ces eaux-ci. C'est ça le nous.
Bon, évidemment, alors le slogan devient tout autre chose que ce qu'il n'était au départ. Donc, l'entitlement est éclaté. Et finalement, elle dit, c'est nous et cette planète, et notre amour, notre attachement à cette planète. Et c'est à partir de ce meilleur avenir, pour un nous donc complètement élargi, et pour un nos enfants qui devient un transgénérationnel, qu'elles vont se raconter des her stories. Parce que ça requiert qu'on re-raconte, au fait, cette histoire de ce qui est en train de nous arriver. Et donc, ce sont des histoires, et j'insiste vraiment, de continuité. Puisque la question sera la suivante. Qu'est-ce qui s'est transmis malgré tout? Puisque pour elle, soyons clairs, le début du désastre, c'est la révolution scientifique, donc on est au XVIIe siècle. C'est le début aussi, c'est le colonialisme. C'est ce moment-là, donc ça fait 500 ans. Donc qu'est-ce qui s'est transmis malgré tout? Qu'est-ce qui a réussi à se maintenir? Et qu'est-ce qui a fait l'objet d'un travail de mémoire et qui peut dès lors peu à peu refaire surface. Et Anna Tsing en parle aussi, c'est une anthropologue américaine, elle parle de résurgence. Ça veut dire qu'il y a eu la mémoire et que donc c'est pas perdu à tout jamais, on peut essayer de le récupérer. Et donc elles vont s'intéresser à tout ce qui a été dénigré, marginalisé, et en se disant peut-être qu'il y a là une puissance potentielle, un attachement qu'il faudrait cultiver. Donc là, concrètement, elle se raconte l'histoire des sorcières. Et quand je dis l'histoire, soyons clairs, c'est la factualité. Hein, donc, moi, je commence à de plus en plus réutiliser le mot histoire plutôt que récit, même si j'étais la première à dire il nous faut d'autres récits. Mais juste pour dire, on n'est pas que dans l'imaginaire, ça veut dire qu'il y a des femmes qui sont rentrées dans les archives, qui ont revu toute la persécution des sorcières. Mais aussi histoire des cueilleuses, connaissances médicinales, botaniques, terrestres. Et ce sont des histoires qui se racontaient au camp de la paix. Donc il y a des témoignages comme quoi il y a des femmes qui sortaient de ces camps et qui disent ça a été la meilleure école que j'ai jamais pu suivre, puisque tout le monde lisait et se racontait des histoires dans tous les temps morts entre les actions, et il y en a plein. Et puis histoire des rites et des pratiques du corps, donc of the flesh comme je l'ai dit, ce y compris des affects, donc de la façon dont ça a été dénigré, parce que le corps féminin va jouer un rôle assez important. Comment se reconnecter à ce corps, comme, non pas simplement comme un simple support de l'esprit, mais comme ce matin on avait utilisé le mot une vérité éprouvée. Voilà, ce serait de cet ordre-là, donc essayer de retrouver la force de ces corps qui ont été tellement dénigrés. Et puis finalement aussi les histoires, le temps long des savoir-faire mineurs, comme, et j'en passe, hein, la voyance, le jeu de ficelle, les rites païens, mais aussi l'autodéfense, le matriarcat des sociétés qui auraient été menées par des femmes. Histoire populaire et vernaculaire. En fait, un peu tout ça, comme dans l'idée de qu'est-ce qui a malgré tout, ou pourrait malgré tout subsister, hein, malgré tout, c'est-à-dire malgré tout ce qui nous est arrivé. Alors je vais conclure. Alors il faut bien saisir que pour les écoféministes, la question est de savoir à quoi on tient. C'est ça la question. Pas comment on se prépare, l'effondrement ou pas, qui est acté, hein, on est bien d'accord, mais à quoi on tient, qu'est-ce qu'on veut transmettre, qu'est-ce qu'on est prêt à défendre, qu'est-ce qu'il nous faut défendre. Et qu'à chaque fois, ces réponses-là génèrent un temps long, une factualité propre de ces choses qu'on veut défendre. Et dernier point avec lequel je vais conclure, se demander qu'est-ce qu'on est prêt à défendre veut dire aussi qu'en creux, les écoféministes se donnent la possibilité de réfléchir à ce à quoi elles ne tiennent pas. Je crois que c'est assez intéressant aussi, qu'elles peuvent aussi lâcher des choses, pour autant, même lâcher n'est peut-être pas le mot, pour autant qu'elles y soient connectées, justement. Et je ne sais pas si vous avez lu Les Trois Guinées de Virginia Woolf, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, certainement chez les écoféministes anglaises, c'est-à-dire il faut cultiver l'art du discernement et savoir ce à quoi on tient et ce à quoi on ne tient pas. Hein, Virginia Woolf, elle dit bien, votre guerre, je ne viendrai pas. Autre chose, oui.
Donc, au fait, il n'y a pas d'enrôlement ni de mobilisation chez les écoféministes, mais plutôt un travail de récupération de longue haleine. Récupération, comme je l'ai dit, de savoir, savoir-faire, mais aussi de terre et de territoire. Et c'est pour ça, et c'est la note de la fin, que j'aime beaucoup le titre que Émilie H. a choisi pour la compilation de textes écoféministes qu'elle a sorti et qu'elle a préfacé, hein, le Reclaim, parce qu'en effet, je crois que c'est vraiment fondamental dans l'écoféminisme, il faut à chaque fois renouveler le geste de récupération et entamer ce travail de longue haleine qu'est le Reclaim. Et là, je voudrais dire, tout ça n'est pas innocent, c'est des forces absolument réelles. Il n'y a pas longtemps, j'ai été à une manifestation anti-Trump, et on y voyait les bannières qui sont sorties aussi du côté états-unien qui disent « We are the witches you didn't burn ». Et en fait, ça veut dire que ça porte ses fruits, ces temps longs décalés, ces versions décalées de ce qui est en train de nous arriver.